L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 5. Les voitures. Je remarquai que tous les allants prenaient la droite, et que les venants prenaient la gauche. Ce moyen si simple de n'être point écrasé venait d'être imaginé tout à l'heure, tant il est vrai que ce n'est qu'avec le temps que se font les découvertes utiles. On évitait par là les rencontres fâcheuses. Toutes les issues étaient sûres et faciles, et dans les cérémonies publiques où se trouvait l'affluence de la multitude, elle jouissait d'un spectacle qu'elle aime naturellement, et qu'il aurait été injuste de lui refuser. Chacun s'en retournait paisiblement chez soi, sans être ou froissé ou mort. Je ne voyais plus le coup d'œil risible et révoltant de 1000 carrosses mutuellement accrochés demeurer immobiles pendant 3 heures, tandis que l'homme doré, l'homme imbécile qui se faisait traîner, oubliant qu'il avait des jambes, criait à la portière, et se lamentait de ne pouvoir avancer. Le plus grand peuple formait une circulation libre, aisée et pleine d'ordre. Je rencontrai 100 charrettes chargées de denrées ou de meubles, pour un seul carrosse, encore ce carrosse traînait-il un homme qui me parut infirme. Que sont devenues, dis-je, ces brillantes voitures élégamment dorées, peintes, vernissées, qui de mon temps remplissaient les rues de Paris? Vous n'avez donc ici ni traitant, ni courtisane, ni petit maître? Jadis ces 3 misérables espèces insultaient au public, et semblaient jouer à l'envie l'une de l'autre à qui aurait l'avantage d'épouvanter l'honnête bourgeois qui fuyait à grands pas, de peur d'expirer sous la roue de leur char. Nos seigneurs prenaient le pavé de Paris pour la lice des Jeux olympiques, et mettaient leur gloire à crever des chevaux. Alors se sauvait qui pouvait. Il n'est plus permis, me répondit-on, de faire de pareilles courses. De bonnes lois somptuaires ont réprimé ce luxe barbare, qui engraissait un peuple de laquais et de chevaux. Les favoris de la fortune ne connaissent plus cette mollesse coupable qui révoltait l'œil du pauvre. Nos seigneurs font usage aujourd'hui de leurs jambes, ils ont de l'argent de plus et la goutte de moins. Vous voyez pourtant quelques voitures, elles appartiennent à d'anciens magistrats, ou à des hommes distingués par leur service et courbés sous le poids de l'âge. C'est à eux seuls qu'il est permis de rouler lentement sur ce pavé où le moindre citoyen est respecté. S'ils avaient le malheur d'estropier un homme, ils descendraient à l'instant même de leur carrosse pour l'y faire monter, et lui entretiendraient une voiture pour toute sa vie à leurs dépens. Ce malheur n'arrive jamais. Les riches titrés sont des hommes estimables, qui ne croient point se déshonorer en souffrant que leurs chevaux cèdent le pas aux citoyens. Notre souverain lui-même se promène souvent à pied parmi nous. Quelquefois même il honore nos maisons de sa présence, et presque toujours quand il est las d'avoir marché, il choisit pour se reposer la boutique d'un artisan. Il aime à retracer l'égalité naturelle qui doit régner parmi les hommes. Aussi ne voit-il dans nos yeux qu'amour et reconnaissance. Nos acclamations partent du cœur, et son cœur les entend et s'y complaît. C'est un second Henri IV. Il a sa grandeur d'âme, ses entrailles, son auguste simplicité, mais il est plus fortuné. La voie publique reçoit sous ses pas comme une empreinte sacrée que chacun révère, on ose s'y quereller, on rougirait d'y commettre le moindre désordre, si le roi passait, dit-on, cette réflexion seule arrêterait, je crois, une guerre civile. Que l'exemple devient puissant, lorsqu'il est donné par la première tête. Comme il frappe. Comme il devient une loi inviolable. Comme il commande à tous les hommes. Chapitre 6. Les chapeaux brodés. Les choses me paraissent un peu changées, dis-je à mon guide. Je vois que tout le monde est vêtu d'une manière simple et modeste, et depuis que nous marchons je n'ai pas encore rencontré sur mon chemin un seul habit doré, je n'ai distingué ni galon, ni manchette à dentelle. De mon temps un luxe puéril et ruineux avait dérangé toutes les cervelles. Un corps sans âme était surchargé de dorures, et l'automate alors ressemblait à un homme. C'est justement ce qui nous aide à porter à mépriser cette ancienne livrée de l'orgueil. Notre œil ne s'arrête point à la surface.
Lorsqu'un homme s'est fait connaître pour avoir excellé dans son art, il n'a pas besoin d'un habit magnifique ni d'un riche ameublement pour faire passer son mérite, il n'a besoin ni d'admirateurs qui le prônent, ni de protecteurs qui l'étaient. Ses actions parlent, et chaque citoyen s'intéresse à demander pour lui la récompense qu'elle mérite. Ceux qui courent la même carrière que lui sont les premiers à solliciter en sa faveur. Chacun dresse un placet, où sont peints dans tous leurs jours les services qu'il a rendus à l'État. Le monarque ne manque point d'inviter à sa cour cet homme cher au peuple. Il converse avec lui pour s'instruire, car il ne pense pas que l'esprit de sagesse soit inné en lui. Il met à profit les leçons lumineuses de celui qui a pris quelque grand objet pour but principal de ses méditations. Il lui fait présent d'un chapeau où son nom est brodé, et cette distinction vaut bien celle des rubans bleus, rouges et jaunes, qui chamaraient jadis des hommes absolument inconnus à la patrie. Vous pensez bien qu'un nom infâme n'oserait se montrer devant un public dont le regard le démentirait. Quiconque porte un de ces chapeaux honorables peut passer partout, en tout temps il a un libre accès au pied du trône, et c'est une loi fondamentale. Ainsi, lorsqu'un prince ou un duc n'ont rien fait pour faire broder leur nom, ils jouissent de leur richesse, mais ils n'ont aucune marque d'honneur. On les voit passer du même œil que le citoyen obscur qui se mêle et se perd dans la foule. La politique et la raison autorisent à la fois cette distinction, elle n'est injurieuse que pour ceux qui se sentent incapables de jamais s'élever. L'homme n'est pas assez parfait pour faire le bien, pour le seul honneur d'avoir bien fait. Mais cette noblesse, comme vous le pensez bien, est personnelle, et non héréditaire ou vénale. À 21 ans le fils d'un homme illustre se présente, et un tribunal décide s'il jouira des prérogatives de son père. Sur sa conduite passée, et quelquefois sur les espérances qu'il donne, on lui confirme l'honneur d'appartenir à un citoyen cher à sa patrie. Mais si le fils d'un Achille est un lâche d'Hercyte, nous détournons les yeux, nous lui épargnons la honte de rougir à notre vue, il descend dans l'oubli à mesure que le nom de son père devient plus glorieux. De votre temps on savait punir le crime, et l'on n'accordait aucune récompense à la vertu, c'était une législation bien imparfaite. Parmi nous, l'homme courageux qui a sauvé la vie à un citoyen dans quelque danger, qui a prévenu quelque malheur public, qui a fait quelque chose de grand et d'utile, porte le chapeau brodé, et son nom respectable exposé aux yeux de tous marche avant celui qui possède la plus belle fortune, fût-il Midas ou Plutus. Cela est fort bien imaginé. De mon temps on donnait des chapeaux, mais ils étaient rouges, on allait les chercher au-delà des mers, ils ne signifiaient rien, on les ambitionnait singulièrement, et je ne sais trop à quel titre on les recevait. Chapitre 7. Le pont débaptisé. Lorsqu'on cause avec intérêt, on fait du chemin sans s'en apercevoir. Je ne sentais plus le poids de la vieillesse, tout rajeuni que j'étais par l'aspect de tant d'objets nouveaux. Mais qu'aperçois-je? Au ciel! Quel coup d'œil! Je me trouve sur les bords de la Seine. Ma vue enchantée se promène, s'étend sur les plus beaux monuments. Le Louvre est achevé. L'espace qui règne entre le château des Tuileries et le Louvre donne une place immense où se célèbrent les fêtes publiques. Une galerie nouvelle répond à l'ancienne, où l'on admirait encore la main de Perrault. Ces deux augustes monuments ainsi réunis formaient le plus magnifique palais qui fût dans l'univers. Tous les artistes distingués habitaient ce palais. C'était là le plus digne cortège de la majesté souveraine. Elle ne s'enorgueillissait que des arts qui faisaient la gloire et le bonheur de l'Empire. Je vis une superbe place de ville qui pouvait contenir la foule des citoyens. Un temple lui faisait face, ce temple était celui de la justice. L'architecture de ses murailles répondait à la dignité de son objet. Est-ce bien là le Pont-Neuf? M'écriai-je. Comme il est décoré! Qu'appelez-vous le Pont-Neuf? Nous lui avons donné un autre nom. Nous en avons changé beaucoup d'autres pour leur en substituer de plus significatifs ou de plus convenables,
Car rien n'influe plus sur l'esprit du peuple que lorsque les choses ont leur terme propre et réel. Voilà le pont de Henri IV, entendez-vous? Formant la communication des deux parties de la ville, il ne pouvait porter un titre plus respecté. Dans chacune des demi-lunes nous avons placé l'effigie des grands hommes qui, comme lui, ont aimé les hommes, et qui n'ont voulu que le bien de la patrie. Nous n'avons pas hésité de mettre à ses côtés le chancelier L'Hôpital, Sully, Janin, Colbert. Quel livre de morale! Quelle leçon publique est aussi forte, aussi éloquente que cette file de héros, dont le front muet, mais imposant, crie à tous qu'il est utile et grand d'obtenir l'estime publique. Votre siècle n'a point eu la gloire de faire pareille chose. Oh, mon siècle éprouvait les plus grandes difficultés à la moindre entreprise. On faisait les plus rares préparatifs pour annoncer avec pompe un avortement. Un grain de sable arrêtait le mouvement des ressorts les plus orgueilleux. On bâtissait les plus belles choses en spéculation, et la langue ou la plume semblait l'instrument universel. Tout a son temps. Le nôtre était celui des innombrables projets, le vôtre est celui de l'exécution. Je vous en félicite. Que je me fais bon gré d'avoir vécu si longtemps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.